Je pense que les médias appartiennent au peuple et qu'aujourd'hui, vous avez 8 milliardaires qui possèdent 90% des médias français. Est-ce que parce que des oligarques nous ont volé des espaces d'expression démocratique, on devrait décider de plus y aller? Nous, à gauche, c'est dans notre ADN, le fait d'aller dans des endroits qui ne sont pas forcément simples pour essayer d'aller convaincre. Donc parce que les milliardaires ont volé l'espace démocratique au peuple, on devrait décider de ne plus y aller et de tenir tête, on va pas se coucher. Je vais vous faire une petite confession. À l'origine, j'avais préparé du coup justement cette ligne politique qui est de dire que les milliardaires qui appauvrissent la France sont les mêmes milliardaires qui appauvrissent le continent africain. Je savais que certains allaient s'élever contre cela. J'ai cité d'autres personnes et je ne m'attendais absolument pas à avoir une réaction aussi visible. Mais en vérité, tout le monde le savait. Tout le monde le savait que le système médiatique Bolloré influençait à travers tous ces canaux, ces news touchent pas à mon poste, à la fois pour faire monter l'extrême droite, mais aussi pour servir des intérêts politiques et économiques. C'est ce qu'a prouvé Cyril Hanouna en disant « Je ne mords pas la main qui me nourrit ». Est-ce que vous avez été surpris par les Gilets jaunes? C'est une bonne question. Le 25 octobre 2018, je n'imaginais pas que le 17 novembre 2018, il y aurait 300 ou 400 000 personnes sur les ronds-points avec une veste jaune. Donc non. En juillet 2018, je fais un topo devant une salle un peu plus petite que celle-ci. Je commence sur l'idée qu'il y a une colère rentrée dans la population française qui va exploser. Et je termine mon propos après avoir présenté toute une série de choses qu'on va faire sur l'idée que pour éviter la colère d'Achille, il faut la ruse d'Ulysse. Et que donc, face à cette colère potentielle qui va se déclencher, il faut être rusé. Je dis ça en disant que l'idée que la société française était comprimée, angoissée, désemparée, et que donc elle pouvait craquer, était une idée que j'avais en tête en juillet 2018. Parce que justement, je savais que le pays était dans cet état, qu'il avait à la fois besoin de réformes puissantes pour être réparé, et en même temps, si j'ose dire, qu'il était d'une très grande fragilité, qu'il pouvait exploser. Donc ça, c'est pour vous donner l'état d'esprit. On sait jamais laquelle des gouttes est la dernière. Ça, on sait pas. On peut le pressentir, mais on le sait pas. En revanche, on peut savoir si le vase est bientôt plein. Franchement, ce serait assez hypocrite de décaler l'âge légal. Je veux dire, quand aujourd'hui, on est peu qualifié, quand on est soi-même en difficulté, qu'on a une carrière fracturée, bon courage déjà pour arriver à 62 ans. C'est ça la réalité de notre pays. Et alors on va dire, non, il faut maintenant aller à 64 ans. Vous savez déjà plus comment faire après 55 ans. Les gens vous disent, les emplois, c'est plus bon pour vous. C'est ça la réalité. C'est le combat qu'on mène. On doit d'abord gagner ce combat avant d'aller expliquer aux gens, mes bons amis, travailler plus longtemps. C'est le délai légal. Ce serait hypocrite. Et j'invite les gens qui, de manière simpliste, quand j'entends certains qui ne l'ont pas fait quand c'était aux affaires, dire c'est ça la solution, d'abord de regarder notre société. Alors vous nous dites, en gros, on va pas aller plus loin, calmez-vous, on a déjà fait un effort, vous êtes au bout du bout. Je voudrais vous dire deux choses. La première, c'est qu'il y a un élément que systématiquement vous mettez de côté, qui est la question des recettes. Je ne sais pas ce que c'est que le super profit. Je sais que les entreprises doivent être profitables, c'est tout ce que je sais. Donc je le dis comme nous n'avons cessé de le dire, c'est que si par exemple vous aviez simplement accepté la taxe sur les super profits, nous aurions 10 milliards d'euros ici, en discussion. Et alors, on y va, parce que si on avait rétabli l'ISF, on avait 3 milliards. Si on s'était occupé de la flat tax, on avait encore d'autres milliards. Donc nous, des recettes, vous inquiétez pas, on sait où les trouver. On sait où les trouver. Vous avez une position qui est une position dogmatique. Et nous vous disons, à crise exceptionnelle, mesures exceptionnelles, et ne raisonnez pas dans un cadre contraint. Il faut aller taper là où il y a de l'argent, dans les grands groupes et auprès des hyper riches pour les mettre à contribution. Bonjour, je voudrais vraiment vous remercier pour votre action sur les violences faites aux femmes. Moi je fais comme vous, une pipe contre un service, et c'est vraiment super. C'est diffamant, c'est diffamant. Si c'est enregistré, ça très bien que je vous attaque. On se sent en sécurité. Je suis d'accord en justice, monsieur. C'est diffamant. Chaos, provocation, violence, blocage. Quand la Macronie est en déroute, elle n'a plus que ces 4 mots à la bouche. Depuis des jours, les salariés des raffineries de groupe Total et Exxon sont en grève. Des milliers de stations-service sont à sec. À vous entendre, vous ne seriez responsable de rien. Pourtant, le chaos, c'est vous. Les multinationales Total et Exxon se gavent de milliards d'euros de bénéfices pour arroser leurs actionnaires.
Mais vous refusez toujours de taxer les super profits et de bloquer les prix. La provocation, c'est vous. Patrick Pouyanné, PDG de Total, s'est augmenté de 52% pour gagner en un an l'équivalent de 312 années de SMIC. Mais vous refusez toujours d'augmenter les salaires avec le soutien du Rassemblement national. Les salariés réclament désormais par la lutte tout ce que vous leur avez refusé au Parlement. Alors cessez votre propagande anti-gréviste. Car le blocage, c'est vous. Nous sommes solidaires de tous les grévistes actuels et à venir dans leur combat pour la justice sociale et des millions de Français que vous empêchez de circuler et de vivre. Madame la Première ministre, quand allez-vous comprendre qu'avant d'appeler à débloquer les dépôts, il faudra débloquer les salaires? Le dimanche 16 octobre, contre la panne sèche, nous ferons le plein dans la rue. Par exemple, on aurait une grève du gouvernement, de ministres ou de députés, même si ça n'a pas trop de sens de parler comme ça, mais ça gênerait pas grand monde en fait. Hein, s'il y avait une grève des actionnaires du CAC 40, ça gênerait pas grand monde. Et même, pour aller un peu plus loin, s'il y avait une grève des éditorialistes de BFM pendant 2 semaines, ça gênerait pas grand monde. Quand est-ce qu'une manifestation a rempli le frigo des Français? Quand est-ce qu'elle a fait baisser une facture? Quand est-ce qu'une manifestation a rempli le frigo? Tant de fois dans l'histoire, mais je prendrai un seul exemple puisque là on parle de grève générale. Il y a eu une très grande grève générale en 68. Ça a abouti sur les accords de Grenelle. Et quand on y repense, je veux dire, les salaires ont augmenté à l'époque de 30%. Le SMIC a augmenté de plus de 30%. Autre époque, autre contexte. Mais prenons-en de la graine. Ouais. Ce qui permet de produire ces augmentations et ces avancées sociales, ce sont les mobilisations. Ce que vous nous en 36, on obtient les congés payés parce qu'il y a des millions de gens dans la rue. Ce que vous nous dites ce matin, c'est que l'heure du bras de fer est venue. Bien sûr que l'heure du bras de fer est venue. Moi, ce que je constate dans la société actuelle, c'est qu'il y a de la peur, il y a de la résignation, il y a de la sidération parfois aussi, parce que quand vous voyez Total qui fait 18 milliards de profits et qui refuse d'augmenter ses salariés, vous vous rendez compte, c'est considérable. Quand vous comparez à des budgets, budget de l'hôpital où les gens sont exsangues, le budget même de l'éducation nationale qui est pourtant un des plus gros budgets, quand vous faites des comparaisons, vous dites mais on marche sur la tête, c'est indécent. On marche sur la tête. Tiens, vous êtes là, vous. On vous a pas vu jeudi, collègues de l'extrême droite. Il y avait un vote important, c'était le vote sur le projet de loi de finances. Où étiez-vous? Vous étiez à un anniversaire. Vous préférez manger des pépitos que de voter sur le projet de loi de finances. J'espère que le gâteau était bon. Collègues, laissez-moi simplement vous notifier d'une chose au Rassemblement national. Pour être sérieux, il suffit pas d'avoir des cravates au travail. Pour être sérieux, il faut aussi aller au travail. Une grande démocratie comme la nôtre n'a plus besoin d'un service public. Nous devons aller au bout de la logique en procédant à la privatisation de France Télévisions et de Radio France. Une nouvelle fois, les 89 députés du Rassemblement national s'inscrivent dans une démarche constructive au service des Français. Oh, et puis leur petit numéro de « Ah oui, nous on est constructif, on est raisonnable, on veut juste supprimer tout Radio France et France Télé ». Aujourd'hui, qui contrôle l'information très massivement? Bernard Arnault, Vincent Bolloré, Patrick Drahi et Martin Bouygues. À eux 5, ils contrôlent la quasi-totalité des médias dans ce pays. Je pense que face à ça, il est nécessaire d'avoir un audiovisuel public qui peut les mettre en cause eux aussi. Parce qu'en plus ça va, plus c'est n'importe quoi. Parce que bon, que TF1 fasse pas d'enquête sur Sarkozy et la Libye, on comprend, Martin Bouygues c'est le parrain du fils de Sarko, on a fini par s'habituer à ce genre de truc. Mais là ça devient de plus en plus débile. Est-ce que vous avez vu ce qu'ils ont fait sur CNews, là, l'émission sur le combat entre les anges et les démons? Y a-t-il une guerre civile au paradis entre les anges et les démons? Grave question, vous restez avec nous. Vous voilà réduit à tirer sans cesse sur la corde qui vous maintient en place tel des pantins. Le 49.3, c'est le porte-étendard de cette caste qui navigue entre les ministères et les entreprises du CAC 40. La loi, le débat, la démocratie ne sont pour vous que les oripeaux d'un temps que vous voudriez défaire. Quelques jours de discussion dans cette assemblée pour la forme, pour l'image, pour dire qu'on a discuté, et puis un 49.3 pour tout balayer. Alors c'est encombrant le débat parlementaire, c'est encombrant la représentation du peuple. Et puis vous avez pris d'autres habitudes. C'était tellement plus facile de casser l'assurance chômage par ordonnance. Tellement plus facile de mettre à la poubelle les cahiers de doléances des gilets jaunes et les 150 propositions de la Convention pour le climat. N'oubliez pas que votre gouvernement n'a ni la confiance du peuple ni celle de cette assemblée. Et méfiez-vous, même dans votre propre majorité, de l'effet d'habitude sur lequel vous comptez tant. Même les enfants les plus patients peuvent se lasser de jouer au Playmobil.
Madame, aujourd'hui, si vous pouvez voter en tant que femme, c'est parce que des femmes avant vous ont désobéi. Et ça, c'est fondamental de le comprendre. Dans l'histoire, Andreas Maass me le rappelle, je vous invite à lire son livre « Comment saboter une pipeline », rappelle que toutes les victoires civiles qu'on a pu avoir, tous les droits qu'on a obtenus, on les doit aussi à la collaboration étroite entre une branche plus modérée et ce qu'on appelle la théorie d'un flanc radical. Et ce flanc radical-là, il est nécessaire. Ça ne veut pas dire qu'on soit absolument d'accord sur les méthodes, mais ça veut dire que l'objectif est le même. Mais si vous pouvez vous présenter quelles causes sont bonnes et quelles causes sont pas bonnes. Est-ce que je peux, s'il vous plaît, finir Camille Etienne, terminé. Donc il y a la différence entre ce qui est légal et ce qui est légitime. Et ça, c'est fondamental. Aujourd'hui, il est légal pour une multinationale de continuer à compromettre les capacités de vie sur Terre. Est-ce que pour autant c'est légitime? Est-ce que pour autant c'est juste? Ce qui doit guider l'action publique, c'est la justice et non pas uniquement la légalité. En tant que député, c'est précisément notre rôle que de réussir à être guidé par la justice et de mettre en place des lois et de bousculer cette légalité-là. Mais comprenez qu'en tant que citoyen, en tant que citoyenne, quand il y a des lois qui sont injustes, alors on doit désobéir. Cette demande, c'est tout un symbole. C'est de dire qu'aujourd'hui, l'Assemblée nationale, 4 ans et demi plus tard, acte le fait que les députés de la nation souhaitent donner les moyens humains, techniques aux soignants de traiter dignement leurs résidents en demandant un rapport au gouvernement pour dire oui, il faut un ratio minimal soignants-résidents. C'est un amendement, j'ai plus envie de vous dire de bon sens, c'est un amendement d'humanitude. Je vous remercie, Madame la rapporteure, pour l'avis de la Commission. C'est une mauvaise manière de répondre à un problème qui en effet est réel. Un avis défavorable. Monsieur le ministre. Avis défavorable. Le scrutin est ouvert. Résultat du scrutin, votant 240, exprimé 239, majorité 120, pour 141, contre 88. L'Assemblée nationale a adopté. T'inviterais Alain Soral, par exemple? Non. Pourquoi pas? Pourquoi? Parce que lui, c'est quand même... Bah déjà, je suis pas du tout d'accord avec lui, là, pour le coup, il a pas du tout les mêmes valeurs que moi, tu vois. Parce qu'au-delà de son discours, il y a la personne. La personne, je suis désolé, mais elle a l'air super mauvaise, tu vois. Déjà, je sais pas si c'est vrai, mais quand même, dans ses bouquins, elle a écrit « C'était fait enculer », des machins comme ça. Ah, elle dit ça? Prenait de la drogue et tout, désolé, mais moi, déjà, ça, bon... je suis désolé, mais... Il n'y a que Dieu qui peut vous juger, on n'est pas homophobe ici. Hein. Moi, j'ai beaucoup d'amis gays. Il n'y a pas d'embrouille. Fais ce que tu veux. Hein. Ouais. Bah écoute, très bien, mais en tout cas, voilà, déjà... T'as des amis gays, d'ailleurs, toi? Non. Ah, ok. Ah si. J'ai Bruno Attal. Bruno Attal? Qui est de Touche pas à mon flic. D'accord, ok. Ah oui, c'est vrai qu'il est gay, lui. Ouais, lui, il est gay. Ouais. Donc j'en ai un. Ouais, mais c'est un bon gay. Collègues, j'aimerais qu'on rappelle une certaine réalité. 15 000 personnes, c'est le nombre de personnes qui sont mortes dans la Méditerranée depuis le début de ces crises. 40 000, c'est le nombre d'enfants mineurs non accompagnés qu'il y a actuellement dans le pays. Des centaines de milliers, c'est le nombre de personnes migrantes sans papier qu'on empêche de travailler et qui vous servent vos plats quand vous commandez sur Uber Eats. La Banque mondiale nous explique que ce sont 216 millions de personnes qui n'auront ni eau ni à manger à cause du réchauffement climatique. Collègues, qu'allez-vous faire? Allez-vous les laisser mourir? J'aimerais vous rappeler que nous avons un devoir qui est le devoir de fraternité. Collègues, citoyens, oui, accueillez les Afghans qui fuient les talibans. Collègues, citoyens, oui, accueillez les Ukrainiens qui fuient la guerre. Collègues, citoyens, oui, accueillez le Somalien qui fuit la misère. Et surtout, faites honneur à votre pays qui a cette belle valeur de fraternité. Marchez dans les pas de l'altruisme de Cédric Herrou et pas dans les pas de la haine xénophobe et raciste du Rassemblement national. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les ministres, chers collègues. 234 rescapés secourus par l'Océan Viking sont bloqués sur le pont du bateau depuis 11 jours. Depuis 11 jours, ils attendent de pouvoir débarquer dans un port sûr. J'aimerais dire à la collègue du Rassemblement national qui, du haut du perchoir de l'Assemblée nationale, croit pouvoir organiser les opérations de sauvetage en Méditerranée, avec la plus grande désinvolture et sans d'autre mérite dans sa vie que d'être né dans un pays en paix. Je vous le dis, ne vous en déplaise, leur vie compte. Les personnes secourues se trouvent dans une situation d'urgence absolue. Les prévisions météo indiquent une détérioration significative du climat. Pas du tout. Ces violences... Quel est le député qui vient de prononcer cette phrase? Attendez, mes chers collègues, non mais qui... Voilà. Je fais une suspension de séance de 5 minutes.
si mon collègue s'excuse pas, il le dit dans son propos. S'il s'excuse pas, c'est parce que quand il a tenu le propos qu'il a tenu, il parlait du bateau. Il n'y a aucun fond de racisme dans ce qui a été dit et ça a été mal compris. Je le redis, qui ici serait étonné d'entendre le Rassemblement national tenir des propos racistes? Et même dans votre défense qui est caduque, même dans votre défense, c'est raciste. Parce qu'il est en train de parler de gens qui sont en train de mourir dans la Méditerranée et dire qu'ils retournent en Afrique, ce serait pas raciste. La présidente de l'Assemblée nationale l'a entendu, la République en marche l'a entendu, tout le monde l'a entendu. Et ça s'inscrit dans un contexte beaucoup plus large du Rassemblement national qui soutient des mobilisations racistes, d'une montée du racisme en France, de débats que vous essayez de rendre ordinaires sur l'immigration qui sont des débats racistes. Et c'est pas uniquement un éveil politique dont on a besoin, c'est un éveil de toute la classe politique, y compris de la majorité et d'un Gérald Darmanin qui alimente des débats racistes. On a besoin de toutes les personnalités qui ont une parole qui compte dans ce pays pour dire non, ce qui vient de se passer n'est pas normal. Ça marque une étape où il va un moment falloir dire stop. Faites la place à l'Assemblée, il y en a 89 de trop. Le député RN en question a souvent affiché sur les réseaux sociaux un racisme qu'on pourrait qualifier de décomplexé. Non. Oui, alors là on se voit en train de chipoter sur est-ce que c'était au pluriel ou au singulier, mais il n'a jamais fait dans la dentelle, Grégoire de Fournaze. Il a une passion, à en croire ce qu'il poste, une obsession même, l'Afrique et les Africains qui aiment tous la France et ses allocs, tweetait-il en 2017. Un des seuls qui n'est pas encore effacé d'ailleurs parce que c'est bizarre dans les heures qu'on suivit cette sortie. Hop hop hop, il y a eu comme un ménage sur ses comptes Twitter et Facebook. Oh, comme c'est bizarre. Le groupe LFI avait fait des captures, affiche celui qu'ils appellent un multirécidiviste. Alors je vous lis, les Algériens en Algérie, les Noirs et leur victimisation à 2 balles. Il y a une banderole installée en 2020 dans son village de Pauillac qui disait clandestin aujourd'hui, terroriste demain. Et s'il subsiste encore le moindre doute, les internautes rappellent qu'en 2014, ce Fournasse affichait ouvertement son soutien à Anne-Sophie Leclerc, vous l'avez sans doute oublié, et tant mieux, c'est cette candidate aux élections municipales qui comparait Christiane Taubira à un singe. Oula. Donc c'est bon, est-ce qu'on peut dire qu'il est raciste ? Je l'ai vécu quand j'étais au collège. Je l'ai vécu le racisme quand j'étais au collège, de me prendre des claques, d'entendre Sarthe la coupe parce que je venais de me faire couper les cheveux. D'entendre Sarthe la coupe parce que je venais de me faire couper les cheveux. Aujourd'hui, en France, vous avez 5 personnes qui possèdent autant que 27 millions de personnes. Et les 5 personnes les plus riches, ce sont les mêmes personnes qui appauvrissent la France et elles appauvrissent l'Afrique. Je vais vous donner l'exemple rien que de Bolloré. Excuse-moi mon chéri. Donc ici, tu es en train de parler du groupe Bolloré. Tu sais que t'es dans le groupe Bolloré ici. Bah Bolloré, il a un procès avec 150 personnes au Cameroun au sujet de la déforestation dans l'huile de palme. Est-ce que tu es en train de me dire que j'ai pas le droit de dire publiquement que Bolloré... Tu la boycotte la chaîne, c'est pas le sujet. Non, je préfère venir sur la chaîne et dire que Bolloré a un procès avec 150 personnes au Cameroun parce qu'il a participé à la déforestation. Je devrais être libre de le dire. T'es libre de le dire, mais t'es venu ici pour faire le malin en fait. Mais attends, Cyril, je suis député et toi t'es censé être un responsable de médias. J'ai pas le droit de dire ça sur une chaîne télé. T'es député, c'est grâce à nous. T'as voté pour moi toi? Dès que tu parles, il te ferme ta gueule. Dès que tu parles, il te ferme ta gueule. Tu prenais ton cachet, tu faisais le malin. Mais alors toi tu prends ton cachet tous les jours. Tu fais monter le racisme en France et on n'a même pas le droit de critiquer Bolloré sur ta chaîne. Je suis le premier à défendre le racisme ici. On sait même pas de quoi tu parles. Bah renseigne-toi, c'est ton patron. Toi t'es une merde. Toi t'es une merde. Tu viens ici, tu fais le malin, t'es une merde. J'ai pas le droit de dire ça sur une chaîne télé. Bah moi je suis très fier d'être français donc et j'ai une vision de la France qui est... Moi je trouve que tout va bien finalement entre nous quoi. Je trouve que les médias, oui, jouent un rôle dévastateur dans les relations humaines. Je prends souvent pour référence par exemple ma grand-mère qui est en Bretagne et qui n'a pas accès à certaines connaissances ou certaines choses qui peuvent se passer par exemple sur Paris. Elle regarde BFM TV, elle devient raciste. Mais c'est vrai, c'est vrai. Et alors si elle va sur CNews, tu te racontes pas. Il y a 8 ans, il y a M6 qui m'a contacté pour faire un reportage dans mon quartier à Évreux, qui est un quartier difficile, etc. Il m'avait appelé pour faire un reportage pour redorer l'image des quartiers populaires. Donc il m'avait appelé très mielleux, des vrais sacs à merde. Oui, ça va être super, vous allez voir, on va donner une image extraordinaire. Et quand ils sont arrivés sur place, l'intention était complètement différente. C'est qu'au bout de 2 heures, ils ont vu qu'il y avait plein de gens normaux. Finalement, ils s'attendaient à voir des cassos en motocross. Alors que bon, j'ai représenté des gens qui travaillent, qui réussissent dans la vie. Ça leur a pas plu. Et au bout de 2 heures, elle m'a dit, il me faut des djellabas, il me faut des barbus. Et je lui ai dit, mais pourquoi? Il y en a, mais il n'y a pas que ça. Elle m'a dit, oui, mais c'est ça qui vend. Attendez, on va pas se faire chier non plus. Elle a ramené une dame à son balcon, voilée. Elle a fait un plan. Elle a dit, mettez-vous comme ça au balcon, ça fait très Coco Chanel, c'est super. Elle a payé des gamins pour qu'ils disent des choses devant la caméra. Moi, pour moi, oui, les médias ont un rôle dévastateur dans la société. Alors vous avez monsieur Hanouna, mais je vais pas lui jeter la pierre comme tout le monde. Il est juste à visage découvert. Il n'a pas les bonnes manières des autres. Non, lui, je t'emmerde, je m'en bats les couilles, etc. Voilà. On parle comme ça à un député. Imaginez-vous l'inverse. Que ce soit Louis qui ait parlé comme ça. Qu'est-ce qu'on n'aurait pas dit de l'insoumis? En plus un jeune, mal élevé, qui vient sûrement d'un quartier pour parler comme ça. Bref. Vous avez vu à nu une situation. Il l'insulte, il en est quasiment à le menacer. Et le pire de tout ce que j'ai vu de commentaires, c'est
Eh ben, dites donc, il critique alors que lui-même a été payé quand il était chroniqueur. S'il y avait été gratis, on aurait dit « Ah, il y allait pour se rendre intéressant ». Dans tous les cas, il a tort. Mais que des gens de presse disent « Il est pris à son propre piège parce qu'il était payé avant », ça veut donc dire que pour cela, eux, ils ne critiqueront jamais la main qui leur donne à manger. C'est donc que ce qu'on dit est vrai, que quand 9 personnes possèdent 90% des médias, il y a un ruissellement qui se fait du haut vers le bas, de médiocrité et d'obéissance.